France Culture. Cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le boulangisme, une droite pas trop cuite s'il vous plaît. Qui est le général Boulanger ? Qu'est-ce que le boulangisme ? Il est de ces noms que nous associons aux premières décennies de la Troisième République avec Gambetta, Ferry, Clémenceau, quand d'autres noms sont un tantinet oubliés. Ainsi, sous la présidence de Jules Grévy, le gouvernement Maurice Rouvier avec Émile Flourens aux affaires étrangères, Armand Vallière à l'intérieur, lui il devient président donc on s'en souvient, mais Boulanger, qui n'est plus ministre à ce moment-là, lui n'est pas oublié. Aux affaires étrangères, Flourens nous met dans le panneau. Oh oh, à l'intérieur, Vallière traite les Français en brusco. Oh oh, c'est Boulange, c'est Boulanger qu'il nous faut. Justement, c'est le général Boulanger, beau garçon, bravo feu, barbe blonde, pour qui la France, un jour de juillet, eut le coup de foudre qui va nous occuper aujourd'hui. Et ben voilà, avec des spécialistes, et ça tombe bien, Bertrand Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage publié par les éditions du CNRS aux origines du populisme avec l'histoire du boulangisme. Et d'ailleurs, c'est intéressant, l'ouvrage s'intitule Aux origines du populisme et le sous-titre, c'est l'histoire du boulangisme. On aurait pu inverser ? On aurait pu inverser sans problème. On aurait pu inverser en réfléchissant aujourd'hui à cette histoire de la droite. Vous allez nous guider dans ce qu'est le boulangisme et avec vous, Marie-Hélène Bellac, bonjour. Bonjour. Vous êtes normalienne agrégée d'histoire et vous êtes l'autrice de nombreuses histoires sur l'histoire du 19e siècle notamment et une biographie de Louise Michel. D'ailleurs, pourquoi Louise Michel dans une émission sur le boulangisme ? Parce que Louise Michel, grande figure de la commune, on l'associe pas tellement à la droite, même pas du tout. Mais évidemment, elle s'est défendue d'être boulangiste et elle était contre Boulanger évidemment, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a jamais voulu prendre complètement parti ouvertement pour des raisons que j'exposerai peut-être plus tard, son amitié pour Rochefort et puis aussi son idée d'unité de la gauche et de son refus d'entrer dans ces querelles autour de Boulanger, puisque finalement la France s'est complètement divisée, aussi bien la droite que la gauche, et c'est l'intérêt de Boulanger qui apparaît un peu, je dirais, comme l'homme sandwich, ces hommes qu'on voyait autrefois dans la rue, qui avaient un panneau de chaque côté du corps pour faire des publicités. C'est à la fois la droite et la gauche, et c'est, je dirais, sa complexité. C'est d'ailleurs, le problème du boulangisme, c'est que on le classe à droite, ce qui est un petit peu rapide, à mon avis, comme classification. Le boulangisme naît au contraire de la rencontre entre une partie de la droite et une partie de la gauche. En fait, c'est les perdants dans les deux camps. La France découvre ce que c'est qu'un régime libéral, une démocratie parlementaire qui n'avait pas vraiment connu auparavant. Et donc, les opposants doivent se repositionner face à un pouvoir qui a pour lui une légitimité démocratique. Et donc, à l'extrême gauche, il y a tous ceux, derrière Rochefort notamment, qui reprochent au régime ses institutions, l'oubli des promesses de la République sous l'Empire, un régime qu'ils estiment trop peu parlementaire, alors que en général on pense qu'il l'est trop. Et puis à droite, les monarchistes, qu'ils soient royalistes ou impérialistes, tous ceux qui voudraient restaurer le prince de leurs rêves et qui en fait sentent que la situation leur échappe et qui n'arrivent pas à se repositionner dans le jeu politique. Et donc, les perdants des deux camps vont assez logiquement, d'une certaine façon, s'allier et mettre en place ce qu'on appelait le boulangisme, dans lequel Boulanger, lui, n'a qu'une place peut-être de porte-drapeau, mais on va en parler sans doute. Ce n'est pas un idéologue, c'est pas un intellectuel, surtout pas un intellectuel. Et je pense, d'une certaine manière, qu'il n'a pas compris son propre mouvement. Il l'a mené, il ne l'a pas vraiment dirigé, il a été flamboyant, représentatif, il a été la brèche qui devait abattre le mur du parlementarisme, mais c'était pas un homme de parti, c'était pas un homme d'appareil, c'était un général. Et il est resté général jusqu'au bout. Ce n'est pas un idéologue, à la différence de Louise Michel, qui, elle, a une réelle pensée politique. Puisqu'elle est anarchiste, elle est devenue anarchiste, et quand elle revient de Nouvelle-Calédonie, en fait,
Louise Michel se révèle comme personnage politique au moment de la Commune, puisque là, elle prend les armes, alors que les femmes, normalement, ne se battent pas. Elles sont ambulancières, elles soignent, elles font la cantine, hein, et c'est lors de son procès, après que la Commune ait été écrasée, qu'elle révèle finalement qu'elle est une femme qui a une grande personnalité et qu'elle n'hésite pas à revendiquer ses actes. Et là, elle est donc condamnée à la détention, plutôt à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Donc elle part sur la Virginie, et c'est d'ailleurs là qu'elle rencontre Rochefort. Tout à fait. Oui. Rochefort qui a fait partie du gouvernement provisoire après que Napoléon III Napoléon III est abdiqué et que donc la République ait été proclamée, qui a très vite démissionné, qui a été aussi élu à l'Assemblée constituante très conservatrice et qui en est aussi très vite parti, qui n'a pas participé directement à la Commune, mais qui malgré tout avait des sympathies, diront, pour cette Commune, qui a donc été arrêté. Et donc, il rencontre Louise. En fait, ils sont dans le même bateau, chacun dans une cage différente, hein, puisque c'est des grandes cages. Sauf que Rochefort étant, comme on disait tout à l'heure, un grand seigneur avec des moyens, et il avait une cage pour lui seul et 3 de ses amis, alors que Louise était dans la cage avec une vingtaine de femmes et 2 ou 3 petits enfants. Et ils échangent des livres, ils échangent des mots. Et quand Rochefort ensuite réussit à s'évader de Nouvelle-Calédonie, ce qui a été vraiment un exploit, il va conserver son amitié pour Louise et finalement contribuer à conserver son image pendant ces années de 1874 à 1880. Et qu'en 1880, donc, il y a l'amnistie des communards et que Louise rentre, à ce moment-là, il est là pour l'accueillir. Et alors, entre-temps, Louise dit que c'est sur la Virginie qu'elle est devenue anarchiste. Elle est devenue anarchiste parce que, comme elle dit, la République, ça a échoué. Hein, les républicains ont trahi, en quelque sorte, en penchant tout de suite vers une République modérée. La Commune a échoué. Donc, elle en déduit que le pouvoir, de toute façon, est mauvais et qu'il n'y a qu'une solution, c'est donc de le renverser. C'est donc l'anarchie, l'absence d'État, pour un monde meilleur dont on ne connaît pas, d'ailleurs, véritablement le détail. Alors, elle est anarchiste, mais c'est une femme d'union. C'est-à-dire que dans cette période qui va de 1880 à 86, donc on est, vous voyez, dans les débuts du boulangisme, elle participe, je dirais même elle court de réunion en réunion, de meeting en meeting, et elle est une tête d'affiche, donc elle fait rapporter de l'argent, donc elle est très demandée, et elle participe aussi bien aux réunions des socialistes, les radicaux socialistes, oui, les radicaux socialistes, mais aussi parmi les socialistes, les guédistes, donc qui sont marxistes, hein, les blanquistes, les possibilistes. Elle estime que tout le monde, en fait, va vers le même chemin, c'est-à-dire le renversement du Parlement, même si elle le voit beaucoup plus radical, et l'établissement d'un monde plus juste. Le 4 septembre 1870, après la défaite de Napoléon III à Sedan, la Troisième République est proclamée. Elle a mis du temps à s'imposer, cette République. Nous sommes dans les années 1880. Bertrand Joly, il n'y a pas de parti politique encore à ce moment-là, tel que nous l'entendons aujourd'hui. Nous avons des mouvements et tous les personnages que nous évoquons, que ce soit Louise Michel, que ce soit Henri Rochefort, ce sont des gens qui évoluent dans ce monde-là. Elle est encore fragile, cette République, mais elle est quand même un peu consolidée, et même pas mal consolidée par rapport à ce qu'elle était au moment de sa proclamation. Alors d'abord, il y a des partis, mais vous l'avez dit, pas au sens que nous utilisons maintenant. En fait, c'est la loi de 1901 sur les associations qui va obliger les partis à se donner des structures, des statuts, bref, une modernité. Mais le mot parti existe et il désigne une sorte de nébuleuse, un conglomérat assez vague, sans frontières, ce qui fait que c'est très compliqué au moment des élections de savoir de quel camp on est, car tout le monde peut se dire socialiste ou radical, il n'y a pas d'appellation contrôlée. Bien. Alors la République, oui, elle est arrivée au pouvoir de façon définitive en 1879, quand le maréchal MacMahon démissionne et est remplacé par Jules Grévy. Désormais, les Républicains, ils ont l'Élysée, le Sénat et la Chambre des députés. Donc, ils ont le pouvoir. Mais ils ne sont pas d'accord entre eux sur le pouvoir, justement. Quel pouvoir ? En gros, en simplifiant beaucoup les choses, il y a d'un côté les républicains modérés, ceux qu'on va appeler les opportunistes, de façon non péjorative d'ailleurs, l'opportuniste qui estime que il faut faire les réformes, certes, mais de façon modérée, progressive, raisonnable. Il ne faut pas aller trop loin. Et en fait, ils se satisfont des institutions
qui ont été votés dans la décennie précédente. En revanche, les radicaux, eux, sont d'abord plus pressés et ils veulent des changements plus forts. Et notamment, ce sont des politiques, avant peut-être des réformateurs sociaux, et ils veulent des réformes politiques qui visent les institutions. L'idéal républicain, depuis la Révolution française, c'est le régime conventionnel. Une assemblée unique qui a tous les pouvoirs, pas de séparation des pouvoirs, pas de pouvoir exécutif autonome, bien sûr, pas de seconde chambre, pas de chef de l'État. Une assemblée qui a tous les pouvoirs, comme c'était le cas au temps de la Convention. Et cet idéal-là, ils vont essayer de le promouvoir et se heurter aux républicains modérés, qui n'en veulent pas. Le tout sous l'œil du troisième larron, qui est la droite, qui compte les coups, qui s'associe aux uns aux autres tentant pour faire tomber le gouvernement, mais qui n'est pas partie prenante. Aucun ministre de droite n'arrivera au pouvoir en France avant la guerre de 14. En 1915, sera grande innovation, un homme de droite entre au gouvernement. Avant, c'était inimaginable. Il y avait un tabou qu'aucun homme politique, si modéré soit-il, n'a osé enfreindre. Oui, parce que les conservateurs, malgré tout, sont pouvoir. C'est compliqué ces notions de droite et gauche, parce que ce qui est de droite à un moment peut paraître de gauche ou inversement au fil du temps. À l'époque, il y a un critère qui est, sans être absolu, qui est quand même extrêmement important, c'est la question religieuse. On est catholique, on est de droite. On n'est pas catholique, on est de gauche. Ah bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des catholiques de gauche et à droite des gens qui ne sont pas tous catholiques. On pourrait en citer plusieurs. Mais en gros, c'est ça la rupture fondamentale. Encore que dans les urnes, on voit très bien que des régions très catholiques, comme la Haute-Loire, la Savoie, élisent des républicains. Donc, il faut être un peu nuancé dans ces appellations-là. Par contre, la nuance, elle n'est pas là dans les choix politiques du moment. Vous l'avez évoqué, Marie-Hélène Bellac, avec Louise Michel. C'est l'anarchisme. Et puis, à l'opposé complet, il y a les monarchistes qui veulent le retour d'un roi. Oui. Les tensions politiques sont vives dans la France de ces années-là. Oui, en plus, il faut dire quand même que, peut-être je peux ajouter que la droite est quand même dans une période de faiblesse, parce que les bonapartistes perdent le prince impérial, qui meurt donc en Afrique du Sud, que les légitimistes sont très mal en point, puisque le comte de Chambord a fait échouer, dit-on, la restauration monarchiste, enfin son intransigeance, en tout cas en voulant maintenir le drapeau blanc, a empêché, certains pensent, d'une conciliation avec les orléanistes. Et ceux-ci sont prêts plutôt pour un régime parlementaire, enfin, l'ont été déjà. Donc, en fait, c'est quand même, à ce moment-là, une droite qui se sent en faiblesse. Et je pense peut-être que, du coup, l'affaire Boulanger donne l'espoir à certains tout à fait. de se rétablir. Je crois que c'est une opportunité. Albert Demain, notamment, l'a dit, il le dit au prétendant, c'est notre dernière chance. Voilà. Si on joue par cette carte-là, pendant des années, on est condamné à l'impuissance. Voilà. Donc, il y a un côté un peu désespéré du côté des royalistes. Oui, tout à fait. Et il est étonnant qu'un homme comme Albert Demain, qui a joué un grand rôle décisif, après, quand les dessous un peu malpropres de l'affaire vont sortir, aura tendance à minimiser son propre rôle, ce qui est assez humain sans doute. Oui. Mais il a joué un grand rôle, et les royalistes qui étaient pendant des notables, des gens installés dans la vie, titrés, ayant des nobles souvent, ils ont joué aux aventuriers. Ils se sont accoquinés, c'est le cas de le dire, avec des gens qu'ils détestaient par ailleurs, et au service d'un homme qu'ils avaient commencé par mépriser totalement. Et inversement, les radicaux ont accepté une alliance, enfin, qui n'était pas avouée, qui n'était pas reconnue publiquement, mais ils ont accepté au moins l'argent de la droite, sans poser de questions sur la provenance. Et donc, les deux camps se sont serrés la main en fermant les yeux et en bouchant le nez. Mais enfin, ils se sont serrés la main. Oui, parce qu'il faut savoir quand même que parmi les grands donateurs, enfin de droite, il y avait cette fameuse duchesse d'Uzès. Absolument. Qui a vraiment donné beaucoup, qui a assuré une restauration de la monarchie. Et cette femme qui était, là aussi, je pense à un personnage intéressant, c'était la veuve Clicquot. Elle possédait cette grande maison de Champagne. C'était une femme, une mondaine, qui avait beaucoup d'atouts, je dirais, dans son jeu. Et elle a reçu Louise Michel à plusieurs reprises. Et elle disait, alors c'est amusant parce que Louise dira à un moment, parce qu'on a prétendu que Louise lui avait promis des voix en conséquence pour Boulanger. Et finalement, elle ne le dira jamais, mais Louise dira en janvier 89, donc au moment de l'élection à Paris dans la scène de Boulanger, on dit que j'ai promis de faire voter pour Boulanger. D'abord, les anarchistes ne votent pas.
Ensuite, je ne fais voter personne. Je connais Madame Duzès et je fais auprès d'elle un peu de propagande. Et elle ajoute, mais elle ne m'a rien demandé et je ne fais pas de politique avec elle. Donc elle fait de la propagande, mais elle ne fait pas de politique. Donc la duchesse Duzès donnait un petit peu d'argent aussi du côté des œuvres, voilà, un petit peu partout. Donc c'est vrai qu'il y a là des choses quand même assez troubles. Hein. Oui, Louise Michel était hostile au suffrage universel. Donc l'idée qu'elle amène des voix à Boulanger ne tient pas debout. C'est impossible. D'ailleurs, elle le dit. De toute façon, elle est pour la destruction du système. Hein. Et justement, quand elle était en Nouvelle-Calédonie, qu'elle a vu un cyclone, un des plus gros cyclones de la période, elle a comparé ensuite ce que devait être la révolution à ça. Hein. Quelque chose qui balaye tout pour un monde dont on ne sait pas trop comment il sera après. Hein. Voilà, parce que d'un côté, on a Louise Michel, les anarchistes qui veulent détruire totalement le système, et de l'autre côté, nous avons les monarchistes bien à droite qui, également, veulent détruire le système. Et dans cette histoire apparaît un général Boulanger. Qui est cet homme-là, Bertrand Joly? Qui est ce monsieur Boulanger? Fondamentalement, c'est un militaire. Il a fait Saint-Cyr, il est sorti officier, il a eu beaucoup de chance. C'est que la guerre 70, si on peut dire, lui a permis de monter beaucoup plus rapidement que la vie de garnison d'un soldat ordinaire, d'un officier qui monte lentement. Lui, il est quand même arrivé très jeune au grade de lieutenant-colonel, et même de colonel. Il a été rétrogradé au grade de lieutenant-colonel. Il l'a très mal pris. Il y a eu une injustice insupportable, et c'est une des raisons qui vont peut-être expliquer son carriérisme, car Boulanger est un homme qui veut monter. Monter jusqu'où, je ne suis pas sûr qu'il le sache lui-même. C'est une force qui va, comme disait Victor Hugo, qui ne sait pas très bien où elle va. Donc, il veut monter, il va réussir à devenir général on peut le dire en flagornant, et la gauche, Gambetta d'abord, Jules Ferry et Clémenceau, et puis la droite, le duc d'Aumale, qui était un des fils de Louis-Philippe. Donc on est du côté des orléanistes. Voilà. Et donc, il joue sur tous les tableaux. Il n'est pas sectaire, Boulanger. Je pense c'est un homme d'ordre. C'est un officier éduqué sous l'Empire, c'est forcément un homme d'ordre. Mais il acceptera la République, comme il acceptera d'ailleurs, à mon avis, la monarchie si elle revenait. L'important, c'est que lui, il puisse monter. Il veut profiter du système quel qu'il soit. Et donc, il devient général. Et à l'époque, une tradition qui n'a rien d'officiel, veut que le ministère de la guerre soit donné à un militaire. Il faut être général de brigade, de division au moins, pour être militaire. Et Boulanger devient donc général, ministre de la guerre en janvier 1886, grâce à Clémenceau, qui l'a un peu imposé au gouvernement. Clémenceau est avec nous. C'est qu'il n'est pas banal, ce général, dans cette fange où l'on se vautre. Et ce n'est pas un général comme les autres, bigre. En ce temps de boue où règnent les coquins, c'est bon de voir un général républicain. On n'en avait pas vu depuis longtemps en France. En ces temps de blanc-bec couronné, c'est exquis de voir un général qui ne soit pas marquis, qui porte un brave nom de rustre sans noblesse, et qui tous les matins ne va pas à la messe. Un général un peu de son temps qui nous fait oublier MacMahon, mon cher, et Gallifet. Et voilà Boulanger, ministre de la guerre. Qu'en dit-on ? Il était un peu sans façon, mais on le trouvait joli garçon. Il fascinait même la portière au ministère. Et au ministère, il se montre aussitôt plein de sollicitude pour le troupier, multiplie les réformes, la gamelle remplacée par l'assiette, la paillasse par le sommier, les guérites repeintes en tricolore, l'autorisation de porter la barbe, le repos complet du dimanche, l'introduction de la morue dans l'ordinaire. En 1956, à la radiodiffusion française, on s'empare d'une pièce de Maurice Rostand autour du général Boulanger. On a un homme ici qui est décrit comme ayant un beau physique. Bertrand Joly, c'est quelque chose qui revient sans cesse autour du général Boulanger. Tout à fait, c'est un homme à femme, si on peut le dire. C'est presque de façon compulsive et obsessionnelle. C'est un homme qui a aussi le génie, il faut reconnaître des qualités quand même, le génie de la communication. Il sait communiquer. Et il est en avance sur sa époque, à la limite. Aujourd'hui, il aurait beaucoup de succès. Il sait plaire, il sait faire parler de lui, il sait parler à la foule, il est bon garçon. Boulanger, on peut toujours aller le voir, il vous serre la main, il dit « mais je vais vous aider ». C'est un homme très accueillant.
Il a pris un peu la place que Gambetta avait su occuper dans l'esprit des foules, un brave homme qui est entraînant, car cet officier était un bon officier, incontestablement. Il s'est battu courageusement, il était blessé. Il a des états de service qui ne sont pas exceptionnels, mais qui sont tout de même extrêmement honorables. Donc, un meneur d'hommes, ce sont ses seules qualités. Mais il va réussir à les mettre au service d'une ambition absolument frénétique, et ça va marcher au début. À la fin, ça marche moins bien. On y reviendra. Mais au début, ça marche, et Boulanger est populaire. Il est symptomatique que son premier geste, un de ses premiers gestes en arrivant en rue Saint-Dominique au ministère, est de créer un bureau de la presse, qui n'existait pas, pour alimenter les journaux en articles à sa gloire et servir de caisse de résonance à toutes ces activités. Tout à l'heure, on a entendu une liste de réformes. Ce sont des réformettes, il faut bien le dire. Ça prouve un souci peut-être un peu démagogique du bien-être du troupier. Mais de point de vue purement militaire, ça n'a qu'une portée limitée. Et Boulanger n'a pas été un grand réformateur de l'armée. Il en est resté à ce qu'il a appris à Saint-Cyr avant la guerre de 70, donc il est un peu en retard du point de vue des méthodes militaires. Mais ça a marché. Il a fait parler de lui. Il a trop fait parler de lui, et certains, chez les modérés, commencent à s'en inquiéter autour de Jules Ferry. En janvier 1886, le général Boulanger devient ministre de la guerre. Oui, il y a quand même la réforme du service militaire, je pense, qui est... il est à l'origine de la grande loi de 89. Voilà. C'est pas lui qui l'a fait voter à la fin, il était dans l'opposition. Mais la réforme a été faite à partir du schéma que Boulanger avait mis au point. Signifié notamment réduction au service militaire du temps, mais surtout fin des exemptions, ça je pense que c'est important, et puis les curés sac au dos, l'obligation pour les curés de remplir leurs obligations militaires. Oui, encore qu'en général, on les mettait plutôt dans les services d'infirmerie. Oui, bien sûr, mais c'est symbolique. C'était symbolique, tout à fait. Et puis on est dans un contexte très particulier, la défaite de 1870-1871 face à l'Allemagne en 1871 nous a privés de l'Alsace-Lorraine, l'Alsace-Moselle, et ça c'est quelque chose dans les esprits. Le général Boulanger s'en soucie particulièrement ? C'est le traumatisme de la période, et ça je crois qu'on ne faut jamais sous-estimer. Ceci que la France a intégré cette défaite-là, elle a eu beaucoup de mal à faire son deuil, d'ailleurs elle ne l'a jamais fait totalement. En même temps, elle ne veut pas la guerre, car les Français sont pacifiques. La France, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas revancharde. Plutôt, la revanche, c'est une sorte de mythe. Un mythe sorélien, dira-t-on plus tard. C'est une sorte d'espérance vague que l'on lègue aux générations futures. Jules Ferry, dans une très belle lettre, le dit à son neveu. Il lui dit « J'espère qu'un jour, les gens de ta génération auront leur bataille de Salamine, par référence à la Grèce antique. Donc, vous aurez un jour la revanche, vous reprendrez l'Alsace et la Lorraine, mais pas maintenant. » Et donc, la France est un peu hypocrite. Elle veut et elle veut pas. Elle veut reprendre les provinces perdues, elle veut pas faire la guerre, qui est la seule manière de les reprendre, bien sûr. Donc, un traumatisme extrêmement fort, et qui se traduit par une mauvaise conscience, s'exprimant par un culte frénétique pour l'armée. Les réformes de Boulanger, ces réformettes, en fait, ont un écho important, car la France est amoureuse de son armée. Il s'intéresse à tout ce qui la concerne, de manière presque excessive. Excessive, on va le voir au moment de l'affaire Dreyfus, disons plus tard. L'armée est sacrée. On appelle l'Arche Sainte, elle est au-dessus de nos querelles civiques. Les officiers ne votent pas. Les soldats non plus, quand les sous les drapeaux, on n'est plus électeurs, et elle est le lieu de consensus du patriotisme, car dans un pays si divisé politiquement, le patriotisme est la valeur consensuelle, celle autour de laquelle on se réunit, qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on soit de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Et donc, Boulanger va, de façon très ambiguë, utiliser ce sentiment, cette mauvaise conscience. On l'appelle souvent le général revanche. Il n'est pas le général revanche. Il a eu 2 ou 3 paroles un petit peu aventureuses quand il était ministre, qu'il a vite démenti d'ailleurs. Et une fois qu'il a été prétendant au pouvoir, il a toujours dit « je veux la paix ». Un candidat en France en 1888-89 qui dit « je veux la guerre » n'a aucune chance d'être élu. Les Français sont pacifiques. Et Boulanger a donné et a multiplié les gages de bonne conduite. Ne serait-ce que par rapport aux cours européennes qui l'entourent. Il ne faut pas que l'arrivée de Boulanger au pouvoir soit une occasion de désordre et de bouleversement. Donc Boulanger va faire croire aux Français qu'il est à la fois celui qui assure la paix et celui qui, peut-être,
un jour, va redonner les provinces perdues à la France. Donc, on est dans l'ambiguïté. Dans le non-dit, Boulanger n'est jamais très catégorique là-dessus. Il évite soigneusement d'inquiéter les pacifiques comme les battants-guerre, comme Paul Déroulède. Mais du temps où il est ministre de la guerre, c'est vrai que c'est une obsession qui demeure, et notamment, parce qu'il est ministre de la guerre de janvier 1886 à mai 1887, donc un peu plus d'une année, et il s'en passe des choses, notamment une sacrée affaire. Voilà. À l'Élysée, le 23 avril, Conseil des ministres. Vous avez la parole, mon cher président. L'injure faite à la France est grave. L'enlèvement d'un fonctionnaire est un casus belli. Je propose à mon grand regret l'envoi d'un ultimatum à l'Allemagne. Voyons, vous avez envoyé des observations à l'Allemagne ? Oui, monsieur le président. Monsieur Flourens s'est rendu rue de Lille. La phrase « c'est une erreur » das ist ein Irrtum est revenue sans cesse sur les lèvres de son interlocuteur, ce qui n'empêche pas la victime de continuer à habiter la prison de Metz. Même attitude en Allemagne, où les journaux soutiennent contre l'évidence que Schneebele, quand on l'arrêta, avait pénétré de plus de 30 mètres en pays annexés. Votre sentiment, monsieur le général Boulanger ? J'ai parcouru secrètement, hier, les places de l'Est. Tout est prêt. J'ai interdit tout congé pour les officiers du 6e et du 7e corps. Oui, ce sont là des mesures sages. J'ai une proposition à vous faire, monsieur le président. Je vous écoute. Signez cet ordre. Et en 18 heures, notre frontière sera occupée par des troupes suffisantes pour repousser toute agression. En 6 jours, l'armée française se formera derrière elle. Et attaquera ? Oui, lorsqu'elle sera en force, si l'ultimatum est repoussé. En avril 1887, cette affaire, cet incident diplomatique, Marie-Hélène Bellac, c'est sûr que quand on regarde les faits dans le détail et l'ampleur que ça prend, on ne peut être qu'étonné. Oui, on est étonné. Alors, je ne sais pas si vous me suivrez là-dessus, mais il semble que quand même l'affaire, la position de Boulanger a été ambiguë, qu'il n'a pas non plus fait une déclaration de guerre véritablement. Enfin, il a quand même fait peur, bien sûr aux opportunistes, mais aussi à des gens comme Clémenceau. Mais au fond, à ce moment-là, il est devenu le général Revanche. Voilà. Donc en même temps, il est, ce que vous parlez de son ambiguïté, il est absolument pas pour la guerre, mais il apparaît comme celui qui défend l'honneur français et qui demande la libération donc de Schneebele, qui a été attiré en fait en Allemagne et qui a été incarcéré et qui finalement est libéré. Et ça apparaît cette libération comme comme si ça s'était fait grâce à Boulanger. Donc il y a toujours cette ambiguïté. C'est vrai que les Français, celle des Français, c'est-à-dire on regarde du côté de ces provinces perdues et on regrette d'ailleurs que le gouvernement se soit intéressé plutôt au Tonkin, à Madagascar, enfin à la conquête coloniale, à la Tunisie, et en même temps on veut pas vraiment la guerre. Et il est un peu dans cette double attitude. Il fait peur, il est le général Revanche, mais en même temps il n'a pas finalement peut-être été aussi loin qu'on l'a dit. Non, tout à fait. Schneebele a été arrêté. Il était commissaire de police spéciale, un commissaire spécial. C'est-à-dire, en fait, c'est la police politique et c'est lui qui dirigeait en gros tout l'espionnage français en Alsace-Lorraine, annexé. Et les Allemands le savaient. Et il a reçu un jour une convocation de son homologue allemand, qui était un Alsacien d'ailleurs aussi comme lui, et pour une affaire de service, comme ça arrivait souvent. Et donc il s'est rendu à la frontière. Et là, il a été arrêté. Alors, on ne sait pas, a-t-il été arrêté en territoire allemand ou français? Ça s'est joué à quelques mètres. Oui. C'est impossible de savoir. Peu importe. C'est que les Français ont fouillé son dossier et ont trouvé la convocation, qui en droit international a valeur de sauf-conduit. Donc les Allemands n'avaient pas le droit de l'arrêter. Quels que soient les griefs contre lui, n'avaient pas le droit de l'arrêter. Et bien sûr, Jules Grévy s'est servi de ça. Mais au Conseil des ministres qu'on vient d'évoquer, qui était dramatique, Boulanger a une attitude très ambiguë en effet. On possède de sa main une lettre à Clémenceau, où en sortant du Conseil des ministres, il raconte ce qui s'est passé, ce qui d'ailleurs n'est pas normal. Un Conseil des ministres, c'est secret, personne n'a le droit de faire état des débats. Et il lui raconte, et en fait, sa position n'est pas du tout un va-t-en-guerre, contrairement à ce qu'on dira plus tard. Au contraire, ce qu'il veut, c'est se couvrir. Il se souvient de 70, des imprévoyances du gouvernement français de l'époque, et lui, ce qu'il veut, c'est se préparer à toute éventualité. Mais il n'est pas du tout agressif.
contrairement à ce qu'on a dit. En revanche, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les Français vont en conclure, enfin certains vont conclure que Boulanger a fait peur à Bismarck. Ce qui est ridicule. On sait par les archives allemandes que les Allemands ont très vite compris qui était Boulanger et ce qu'il valait. Et ils ont bien compris qu'il n'y avait rien à redouter de ce matamor. Et il n'empêche que les Français en ont conclu Boulanger, il a fait peur à Bismarck, c'est Boulanger qui nous a protégés de la guerre. On remarquera que pendant toute la crise, l'opinion à Paris et les journaux ont été d'un calme et d'une modération. Ces fameux revanchards avaient qu'une peur, c'est que la guerre éclate. Alors Boulanger a été celui qui nous protège de la guerre, que c'est encore une fois ce paradoxe. Général de Revanche nous protège de la guerre, ce qui est absurde. Il n'empêche que Boulanger a fait peur à Bismarck, non, mais il a fait peur, en effet, vous l'avez dit, aux modérés et à certains radicaux. Cet homme est dangereux. Il faut l'éliminer du gouvernement. Et en tout cas, il a au même moment une gigantesque popularité. Le général Boulanger de cette popularité. Bertrand Joly, vous nous l'avez dit, ce général Boulanger, qui n'est pas considéré comme une menace par les puissances étrangères, qui dispose d'une popularité fascinante d'ailleurs, et qui est regardé de manière méfiante par le personnel politique, quitte le ministère de la Guerre en mai 1887. Pourquoi on ne le conserve pas? Parce qu'il fait peur, comme vous disiez? Oui, en effet. Un homme comme Jules Ferry a été des premiers à dire « cet homme est dangereux ». Les républicains modérés sont des gens sérieux et dignes, et ce style un peu populiste, un peu racoleur, la chanson qu'on vient d'écouter en est un bon exemple, même si pour lui c'était pas boulangiste, l'auteur en fait, en réalité. La musique de la chanson était à l'origine une marche pour les Folies Bergères, ça n'a rien de politique. Et ça montre bien que ce côté un peu canaille de boulangiste, cette chanson a hérissé un homme aussi raffiné qu'Anatole France, qu'il a appelé la Marseillaise des calicots, avec un mépris sans borne. Le boulangisme, c'est un côté un peu fringant, un peu dans un public des Jules, un peu grisâtre, un peu conformiste, un peu trop guindé. Boulanger, c'est un peu de gaieté, un peu de bonne humeur, un peu de vulgarité aussi pour appeler un chat un chat. Donc Boulanger hérisse les républicains modérés. En plus, il devient, on pense donc, dangereux pour la paix. Et puis maintenant, on veut tourner la page. Et donc, il va être éliminé, pas directement. On va prendre un prétexte budgétaire pour renverser le gouvernement. Et c'est bien Boulanger qui est visé, et lui seul. Mais donc, au mois de mai, le gouvernement Goblet est renversé et Boulanger renvoyé à ses fonctions militaires. Ouais, c'est ça, on lui donne un commandement dans Pas tout de suite d'ailleurs, parce qu'il demande à rester à Paris. C'est là une tradition aussi non écrite. Le ministre sortant a droit à quelques semaines de vacances. Et Boulanger en profite en fait pour soigner sa popularité auprès des officiers de la garnison. Ce que la police d'ailleurs sait, car la police le suit de très près. Et puis jusqu'au moment où le 14 juillet 87, le suivant se profile, et donc le gouvernement dit il faut l'éloigner. Et donc on le nomme à Clermont-Ferrand. Ah oui, c'est pas la région la plus frontalière et la plus menacée pour un militaire tel qu'on pourrait l'imaginer. Mais d'abord, c'est une promotion, parce qu'il passe de général de division à général de corps d'armée. C'est quand même une promotion. Même si c'est pas le plus grand corps d'armée de France, c'est sûr. Et Rochefort dira, on déporte général Boulanger en Auvergne. C'est quand même une promotion. Et c'est pas beaucoup d'officiers auraient été fort heureux de cette promotion-là. Mais Boulanger a pris goût au métier politique. Et il n'a maintenant plus qu'une obsession, revenir à la rue Saint-Dominique, au ministère de la Guerre. Et là naît le boulangisme. Marie-Hélène Bellac, moi j'aimerais bien comprendre comment ce boulangisme a pu séduire, alors pas Louise Michel directement, oui, même mais si... une partie de la gauche. Mais une partie de la gauche, oui, c'est très particulier. Oui. Parce que en fait, la gauche s'est divisée. Alors, beaucoup ont vu, à commencer... il y a un certain nombre, effectivement, les radicaux socialistes s'en éloigne, encore que pas tous, il aura un certain nombre de soutiens jusqu'au bout, mais parmi les socialistes, c'est vrai que les guédistes, ils voient plutôt une opportunité
contre le parlementarisme, mais finalement ne prennent jamais parti pour lui. D'ailleurs, ils n'apportent pas leur voix à certaines élections partielles, notamment dans le Nord. Mais en revanche, ceux qu'on appelle les possibilistes, qui se sont séparés des guédistes, parce que les guédistes sont marxistes, avec Paul Lafargue qui est le gendre de Marx. Au contraire, les possibilistes estiment sont pas marxistes. Voilà. Et puis à côté de ça, vous avez les blanquistes. Alors c'est à mon avis ce qui est le plus intéressant, parce que dans les blanquistes, là, il y a une scission qui s'opère véritablement sur la prise de position par rapport à Boulanger. Parce qu'il y en a un certain nombre, dont Rochefort, bien sûr, mais je pense à d'autres, comme par exemple Naquet, l'homme de la loi sur le divorce, qui prennent parti pour Boulanger. Et puis il y a les autres, notamment Vaillant, derrière Vaillant, qui sont eux contre Boulanger. Et là, on a une vraie scission qui s'opère à ce moment-là. Les anarchistes, les anarchistes sont contre, mais finalement leur principal porte-parole, qui est Louise Michel, ne veut pas prendre position. Alors du côté de la droite, donc il y a les monarchistes qui éventuellement peuvent se rallier à ce mouvement. Aujourd'hui, on l'analyse parce que c'est le boulangisme et c'est à ce regard de l'historien, de l'historienne qui permet d'avoir une vision un peu plus large. Dans le moment même, je suis pas sûr que ce soit très clair pour les gens, mais ça peut séduire des gens qui veulent renverser le système républicain parlementaire. C'est vrai, mais vous avez raison, c'est pas clair. On est dans le non-dit permanent. La droite ne peut pas dire « nous donnons des millions au général Boulanger ». Ça, c'est un secret qu'on ne peut pas révéler. Et la gauche ne peut pas dire, on a que la gauche boulangiste, bien sûr, on ne peut pas accepter d'avouer qu'en fait, on profite des subsides de la droite. Donc, on est dans le non-dit permanent. Ce qui fait que il n'y a pas de consigne ferme donnée. Et beaucoup de royalistes s'en plaignent en province. On a des lettres où ils lisent, mais alors, on fait quoi? On est pour Boulanger ou contre? Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui explique aussi que chez les royalistes, une partie est tout à fait hostile à l'alliance. Toute la tradition orléaniste parlementaire, les descendants de Guizot, tous ceux qui sont attachés à un régime libéral, de bon ton bien sûr, pas trop démocratique, mais enfin, ils sont même attachés à certaines libertés, à la liberté de parole, au débat parlementaire, et pour eux, le boulangisme, avec ses côtés plébiscitaires, c'est l'ennemi mortel. Et donc, il y a des divisions le boulangisme n'a pas duré assez longtemps pour qu'elle s'ouvre vraiment, que la fracture s'ouvre, mais n'empêche que l'unité du parti a été très sérieusement bousculée. Alors c'est un peu pareil chez les bonapartistes, bien que de façon plus feutrée. Les bonapartistes sont divisés en deux. Il y a un bonapartisme de gauche, derrière le cousin germain de Napoléon III, le fameux Plomplon, le prince Napoléon Jérôme, qui est anticlérical, qui mange un curé à chaque repas, et qui se dit républicain. Mais un républicain un peu gaulien, très avant l'heure, bien sûr. Avant l'heure, très plébiscitaire. Pour eux, Boulanger, c'est le Rhum. Tout de suite, ils disent, voilà, ils proposent ce que nous voulons depuis le début. Et puis, il y a ce qu'on appelle les victoriens, c'est-à-dire ceux qui suivent le prince Victor, qui est le fils de Plomplon, car il y a un côté oedipien, le père et les fils se sont séparés de manière très brutale. Le prince Victor, c'est le bonapartisme de droite, allié souvent aux royalistes, et qui, lui, va suivre Boulanger, mais avec beaucoup moins d'enthousiasme, sans donner d'argent d'ailleurs, parce qu'il n'en a pas, et en disant, on le suit jusqu'au moment où on essaie de s'en débarrasser. Après tout, on compte sur lui pour liquider la République, mais après, on le liquidera aussi s'il faut. Donc, vous voyez, tous les partis sont divisés. Chez les radicaux, pareil, Clémenceau très vite comprend qui est Boulanger et s'en éloigne. Mais les gens comme Naquet, en effet, comme Georges Laguerre, qui est un grand espoir radical à l'époque, eux, suivent Boulanger. Il n'y a que le parti républicain modéré qui, lui, est de façon d'office hostile. Oui, et puis vous l'avez rappelé, Bertrand Joly, il y a cet effet qu'on pourrait évoquer comme étant celui d'une mémoire d'une génération proche. C'est le cas au moment de l'affaire Schneebeli. On a craint la guerre, mais on se souvient de 1870 et de l'emballement qui provoque la guerre. Et c'est peu pareil pour le coup d'État. Le souvenir du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, c'est pas si loin que ça, c'est encore dans les mémoires. Et donc, on peut craindre un coup d'État.
Oui, et puis je pense qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que Boulanger est élu à des élections partielles, législatives partielles, d'abord alors qu'il ne devrait pas, parce qu'il est militaire, il n'a pas le droit, hein, mais ensuite, il a été mis à l'écart de l'armée, donc il pouvait, mais à chaque fois, c'est à l'appel de ses sympathisants, et sans que lui-même fasse acte de candidature. Et c'est exactement là, puisqu'on pouvait à l'époque ajouter sur le bulletin le nom de quelqu'un dont on souhaitait qu'il devienne député. Et il s'est passé exactement la même chose pour Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte, interdit de France après février 48, a été élu à des partiels en juin puis en septembre, mais il a attendu que la loi de proscription soit supprimée pour rentrer en France, et finalement il est rentré en France avec cette aura, septembre, pour être élu le 10 décembre 48. Donc il y a aussi un peu cette peur de cet homme plébiscité. Je crois qu'il y a cette peur du plébiscite. Ah oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, pour les élections, vous pouvez être élu député dans plusieurs départements, sans même l'avoir demandé, il suffisait que les gens rajoutent notre nom. C'est la loi de 89 qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qui oblige les candidats à se déclarer, à faire acte officiel de candidature. Avant, on n'est pas obligé de se présenter, donc l'électeur vote pour qui il veut, car on estime que rien ne doit entraver la liberté de choix de l'électeur, il peut élire qui il veut. Et dès lors, le coup d'État, le souvenir de celui de 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte n'est pas loin. Bravo, mon frère! Le peuple est avec nous. Le destin a parlé. La garnison de Paris vous est acquise. 1, nous marchons sur l'Élysée. 2, nous occupons le Palais Bourbon. Non, d'abord le ministère de l'Intérieur. Tout dépend du ministère de l'Intérieur. Une compagnie d'infanterie suffira. Taisez-vous. Laissez-moi tranquille. L'idée de sortir de la légalité m'est odieuse. Pourtant, c'est votre devoir. C'est votre devoir. Mon général! Le secrétaire du président du Conseil demande à être reçu par mon général. Faites-le entrer. Bienvenue. Puis-je parler devant ces messieurs? Allez-y. Le gouvernement de la République craint que les manifestations dont vous êtes l'objet ne dégénèrent en désordre. Et je suis chargé de vous mettre en garde amicalement contre les conséquences fâcheuses. On veut que je donne ma démission de ministre de la guerre. C'est un conseil, un vœu, pas un ordre. Il serait préférable que vous ne restiez pas à Paris. Où m'envoie-t-on? Le commandement du 41e corps à Bourbon-Salins se trouve justement vacant. Bourbon-Salins? C'est un trou! Au général, je le jette par la fenêtre. Un instant, Hector. Bon. Nous vous écoutons. Monsieur le Président de la République vous recevra en audience particulière et vous exprimera personnellement ses regrets. Le président est trop bon. Héléna et les hommes, c'est le film de Jean Renoir en 1956, qui n'est pas sans évoquer avec ici la figure de Jean Marais, le général Boulanger. On a Bertrand Joly, un homme qui, et vous nous l'avez dit, est porté par un mouvement plus qu'il ne le porte lui-même. Tout à fait. Il n'a pas compris qu'il avait mis en branle des forces qui le dépassaient dans le pays. Sur le coup d'État, Boulanger a toujours refusé. On lui a proposé à plusieurs reprises, et quand il était encore d'ailleurs ministre, Naquet notamment, qui d'ailleurs en conviendra avec une bonne grâce un peu étonnante. Et puis en plus après, une fois homme politique prétendant au pouvoir, on lui en a fait proposer des coups d'État. Alors, il a toujours refusé, et on peut se demander pourquoi. Bah oui, parce que c'est vrai qu'il a toutes les forces avec lui, et que ce soit vraiment à gauche ou à droite, sauf les républicains modérés. Je crois qu'il a d'abord la mémoire du 2 décembre 1951 les obsède tous à l'époque. Et qu'on en soit le partisan ou plutôt l'adversaire, c'était un traumatisme très violent. Tout le monde a en tête les anathèmes de Victor Hugo contre l'Empire. Et donc, franchir le Rubicon, c'est quand même une affaire extrêmement importante. Et il y a un dialogue peut-être apocryphe que rapporte Maurice Barrès entre Boulanger et Paul Déroulède à propos du coup d'État. Et Paul Déroulède dit à Boulanger, allez, allons-y, marchez. Et l'autre lui répond, mais l'Empire en est mort du coup d'État. Et Déroulède lui répond, oui, mais il a vécu 20 ans et moi je vous demande qu'une heure. Mais Boulanger était lucide. Il savait très bien que, contrairement à ce que l'on pouvait penser, il n'avait pas les atouts en main. Il avait avec lui peut-être une foule de Parisiens. Le jour où il était élu à Paris, il y a des Parisiens devant le restaurant de la Place de la Madeleine où il est en train de fêter la victoire, et ils sont pas 100 000, ils sont quelques milliers.
4 000, 5 000, mettons 10 000 en étant très généreux. En face à eux, on les attend. On a les documents montrant que le pouvoir est parfaitement conscient de la situation, que les troupes sont mobilisées dans Paris, que l'Élysée est gardé militairement et que Boulanger n'a que des chances très minimes de pouvoir envahir le gouvernement. Ensuite, par rapport à 51, il y a une différence énorme, c'est que la leçon de 51 a été tirée. Et la République, dès qu'elle s'est fondée, a voté en 1872 une loi pour prévoyant le cas de coup d'État et donnant aux conseils généraux notamment des pouvoirs étendus pour prendre le relais d'un gouvernement qui serait hors d'état de gouverner. Et à l'époque, contrairement à 51, il y a beaucoup de chemins de fer, il y a le télégraphe qui marche partout, et Paris est relié à la province de manière beaucoup plus forte que 20 ans plus tôt. Par conséquent, le coup d'État est beaucoup plus difficile à faire que 20 ans plus tôt, et Boulanger le sait. Et donc, il le dit d'ailleurs, à l'époque, tout lui réussit, pourquoi serais-je assez bête pour risquer ce gros coup, alors que dans quelques mois, je vais arriver tout à fait légalement au pouvoir. Oui, ce serait bête. Victor Hugo est mort en 1885, donc juste avant ce grand mouvement, et tout le monde a lu à ce moment-là l'histoire d'un crime. Et ce crime, c'est le coup d'État de 1851. Et Louise Michel, femme de son temps, s'il en est, bien sûr, observe tout cela. Pour nous autres révolutionnaires, Boulanger, comme homme... La conscience que Louise Michel... Ah, elle a lucidité. Elle a lucidité. Au fond, je disais, elle ne prend pas parti. C'est vrai que son amitié pour Rochefort la met en position difficile. Elle a d'ailleurs reçu des offres pour prendre parti. C'est assez intéressant. Mais aussi parce que elle est effectivement consciente que tout ça, c'est une espèce de mousse artificielle et qui va à un moment ou à un autre s'arrêter. Donc, elle résiste d'abord, elle refuse au début de des interviews, puis en 88, quand les choses deviennent, qu'il y a une espèce de fièvre où elle ne peut plus échapper et qu'elle est pressée d'intervenir, elle le fait. Mais pour dire à la fin, finalement, quand tout éclate en 89, qu'elle avait bien raison et que tout ça, ça servait à rien, il fallait pas se diviser autour de ce problème et que ce qui compte, c'est de faire la révolution. Et c'est ça, parce que l'objectif de Louise Michel, et puis de toutes celles, de tous ceux qui sont autour et qui suivent ses idées, c'est vraiment de renverser le système. Ah oui. Mais comment ça se termine cette histoire-là ? Parce que on sent, quand on regarde la chronologie, un emballement sur un temps particulièrement court. 1886, il est ministre de la guerre, ça s'arrête en 1887, et en l'espace d'une année, un petit peu plus, ça monte, mais à une hauteur folle de popularité. Puis ça fait d'un coup. Oui, il y a quand même quelques limites à cette popularité. La grande période triomphante du boulangisme, c'est du printemps 88, de sa mise en retraite, et puis les élections partielles qui vont se succéder jusqu'à l'été 88. L'élection de Paris est un peu à part. On y reviendra si vous voulez, mais en province, Boulanger se fait élire sur une période de 5-6 mois, guère plus. Et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il est battu aussi. À plusieurs reprises, il est candidat, et alors soit il retient sa candidature quand il voit que ça ne prend pas, soit il y va jusqu'au bout et il est battu. Le cas de l'Ardèche étant le plus connu. Et pourquoi Paris, c'est à part Pardon ? Paris, pourquoi à part ? Alors à Paris, c'est à part parce que Paris vient après. Une fois, au fin août, Boulanger est élu dans 3 départements le même jour. Un plébiscite, triomphe. Et donc là, le gouvernement est extrêmement inquiet. Mais Boulanger, il n'aime pas faire campagne. Et plusieurs reprises, il ne fait pas campagne, il envoie ses lieutenants sur le terrain. Il le dit, j'en ai assez, moi je ne veux plus être candidat, je serai candidat uniquement à Paris si un siège se libère. Et donc, d'août à janvier, pendant quand même 5 mois, il n'y a pas d'élection. Donc on ne sait pas ce que la popularité de Boulanger devient. Et plusieurs témoignages incitent à penser qu'elle tendance à s'effilocher un peu. Car Boulanger, il n'est populaire que s'il crée l'événement. Si on parle de lui, s'il se contente d'être un prétendant qui attend son heure, sa popularité en pâtit forcément. Alors en janvier, en effet, un député meurt. Un député radical. Et les républicains, les modérés comme les radicaux anti-boulangistes, comme Clémenceau, a toujours dit Paris nous est acquis, Paris bastion de la Révolution depuis un siècle pratiquement, Paris citadelle de la gauche, Boulanger n'a aucune chance. Et Boulanger relève le défi. Et ça a marché. Il va être élu. Alors il va être élu pour des raisons qui sont extrêmement compliquées à établir. Il semble, d'après les calculs qu'on puisse faire, calculs grossiers, que, en fait, l'électorat républicain s'est divisé en 2.
moitié pour Boulanger, moitié contre. Et c'est l'électorat conservateur qui a transformé ce qui aurait pu être une petite victoire étriquée en un grand succès. Mais il n'empêche que l'effet est énorme. Boulanger, élu par la Seine, car à l'époque, c'est le Parlement de la Seine qui vote tout entier, c'est quand même un symbole très fort. En réalité, il était obligé d'y aller. Et c'était pourtant une erreur. Parce que là, les républicains comprennent qu'il faut arrêter. Ils sont très divisés entre radicaux et modérés. Ils comprennent que maintenant, il faut enterrer les querelles et que maintenant, il faut s'unir et contre-attaquer. Et c'est ce qu'ils vont faire. Oui, on peut attaquer de plein de manières, et notamment en jetant, alors ça c'est particulièrement étonnant, des escargots. On se remémore la vie de Boulanger, ses incohérences, ses impulsions désordonnées, ses actions d'éclat et ses défaillances, l'aveuglement de son optimisme et la profondeur de sa douleur, de son ultime désespoir, sa magnifique santé et son érotisme morbide. Le personnage et ses contrastes s'éclairent, son double refus s'explique. Boulanger était de ces instables, soumis à l'alternance de périodes d'excitation et de dépression, oscillantes entre les impulsions violentes et les défaillances nerveuses. Vaincu, abandonné, frappé dans son amour, il se suicida au cours d'une crise de mélancolie anxieuse. Nous sommes assez loin de l'image simpliste du dictateur sentimental et du conflit cornélien entre la passion et le devoir. Mais peut-être ai-je tort de détruire la légende et vaut-il mieux s'en tenir aux épitaphes qui l'illustrent? Voici celle de Clémenceau. Ci-gît le général Boulanger, qui mourut comme il vécut en sous-lieutenant. Et voilà celle de Séverine, plus poétique, s'annonça comme César, vécut comme Catilina, mourut comme Roméo. C'est l'historien Adrien Dancette qui s'exprime en 1950 sur le général Boulanger, sur cette figure critiquée de son vivant. En deux temps, c'est vrai que cette histoire d'escargot, Marie-Hélène Bellac, c'est lors de la représentation d'une pièce de Louise Michel qui s'intitule Le Coq Rouge, qu'on envoie des escargots. C'est pourquoi? Oui, en fait, c'est un combat entre les boulangistes et les anti-boulangistes. Donc, on attendait, notamment parce que on prétendait que Louise avait pris parti pour Boulanger, donc on attendait Boulanger, il n'est pas venu, mais il y a eu Clovis Hugues qui est venu, qui était un possibiliste qui, lui, était passé pour Boulanger, et toujours cette complexité. Et en fait, les boulangistes se trouvent à l'orchestre, les anti-boulangistes dans les corbeilles, dans les balcons, et on crie boulange, boulange, et les anti-boulangistes lancent des escargots, des coquilles d'escargots, et on dit on a trouvé un nouveau moyen de se battre au théâtre, c'est juste ce qu'il faut pour écorner la bave, mais pas plus. Ah oui, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on apprend qu'au paradis dans les théâtres, on mangeait des escargots. Oui, voilà. Ça devait avoir une super odeur dans les théâtres du moment. Ça montre aussi l'aspect très populaire finalement du mouvement. Oui, c'est ça, c'est cet aspect populaire. Et dans le même temps, en écho à ce qu'on a entendu d'Adrien Dancette, Bertrand Joly, on a ces critiques qui viennent de la part de tout le monde, que ce soit Clémenceau. Et c'est comme si Boulanger, par sa fin même, donnait raison à tout le monde. Comment s'arrête ce mouvement-là? Il s'arrête de lui-même ou c'est la disparition de Boulanger lui-même? Adrien Dancette, elle évoquait un suicide sur la tombe de son amoureuse. Oui, c'est très très romantique, mais non, là, quand il suscite, la comédie est terminée depuis longtemps. La défaite de Boulanger, c'est deux grandes dates. C'est le 1er avril, date illustre, 1889, où il s'enfuit. Il s'enfuit pour ne pas être arrêté. On lui a fait croire qu'il allait être arrêté pour complot contre l'État. Et là, il a montré quand même ses limites. Un vrai révolutionnaire, il s'enfuit pas. Lui, il s'est enfui en Belgique, puis après, il va s'installer à Londres. Et ça, bien sûr, ça écorne beaucoup la popularité du fringant général. La deuxième date, c'est bien sûr les élections générales de septembre-octobre 89, où les boulangistes sont écrasés. Les alliés aux royalistes et aux bonapartistes, ils n'obtiennent qu'une quarantaine de sièges. Même si leurs alliés de droite, eux, remontent. Ils ont profité un peu d'alliance. Les boulangers n'ont qu'une quarantaine de sièges. Ils ont quand même obtenu 40% des voix à Paris, dans la Seine, ce qui est un beau succès. Ailleurs, ils ont obtenu 2 sièges à Nancy quand même, 2 sièges à Bordeaux, et puis quelques sièges disséminés. C'est peu de choses. C'est un échec total. Parce que la République a contre-attaqué,
Elle a changé la loi électorale. Elle est revenue au scrutin d'arrondissement qui oblige chaque parti à se trouver des candidats partout. Et ce que le boulangisme n'a pas pu faire. Et Boulanger a été condamné en haute cour sur un dossier d'ailleurs parfaitement vide. C'est un procès politique assez scandaleux, mais ça contribue à le discréditer. Donc Boulanger a été vaincu par les urnes quand même, par sa faiblesse et par les urnes. Donc quand il suicide en effet en septembre 91, il est déjà liquidé. Ouais, il n'existe plus, la République contre-attaque. Merci, parce que c'est un joli titre, ça pourrait être la suite de cette aventure-là. Merci vivement à tous les deux. Marie-Hélène Bellac, votre Louise Michel est publiée chez Perrin, et c'est une autre manière aussi de visiter l'histoire politique de la France à travers un personnage. Et quant à vous, Bertrand Joly, aux origines du populisme, histoire du boulangisme, c'est aux éditions du CNRS. Merci vraiment à vous deux, parce que c'est dur de mettre en place ce panorama de la vie politique à ce moment-là, et on a ce croisement entre deux personnages fascinants, Boulanger et Louise Michel. Merci beaucoup. Merci. Prochain épisode dans le cours de l'histoire sur France Culture, le gaullisme, oui, une certaine idée de la droite. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. À lui, la mission de nommer les ministres. Et d'abord, naturellement, le premier, qui a la charge, lui, de diriger l'action, la politique et le travail du gouvernement. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Boeck, aujourd'hui la technique d'Alia, émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper-Raphaël Laloum, Joséphine Reynard, Maël Vincent Randonnier et Mayouen Guizou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.